Il exerce le pouvoir puisqu'il procède, il pose des actes fondamentaux à partir de là. Reconnu par la CEDEAO, monsieur le Voilà, Premier ministre. Qu'est-ce que vous dites de la CEDEAO en voyant tout ça alors? La CEDEAO l'a reconnu après. Oui, mais aujourd'hui encore... Mais lorsque la CEDEAO l'a reconnu, l'opposition a dit, OK, puisque la CEDEAO l'a reconnu, puisque la Cour suprême l'a reconnu, nous, on reconnaît. Pour autant, ça ne va pas dire qu'il n'a pas exercé les fonctions. Il a exercé. Franchement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le déclin de cette institution si régionale quand on voit ce qui se passe? Ça indique une seule chose, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression que la CEDEAO est toujours faible face au président en exercice. Et c'est ça qu'elle joue sa crédibilité à ce niveau-là. Bonsoir à tous. Que se passe-t-il aujourd'hui en Guinée-Bissau? La CEDEAO est-elle impuissante face au président Umaro Sissoco Embaló? Pour en parler, je reçois Aristide Gomes, ancien Premier ministre de la Guinée-Bissau. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci d'avoir notre invitation. Je suis accompagné de Brahima Sidibé, analyste du discours. Bonsoir, Brahima. Bonsoir, Carlil. Et Dr Ben Luther, enseignant à l'Université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir, Bonsoir, docteur. Carlil. Monsieur le Premier ministre, une mission de la CEDEAO dans le pays a été congédiée par le président de la République et leur a donné 24 heures pour quitter le pays après les avoir reçus et averti que les rencontres prévues avec la société civile et les représentants des confessions religieuses n'entraient pas dans leur feuille de route. Comment vous avez vécu cette séquence assez inédite? C'était assez inédite, mais c'était prévisible. C'était prévisible dans la mesure où la CEDEAO a assisté ces derniers temps au démantèlement de toutes les institutions démocratiques et de l'état de droit. À partir de là, c'était prévisible. D'ailleurs, la délégation a commencé pour faire des fautes assez graves, du fait d'avoir établi des contacts en priorité avec les morceaux issus du démantèlement de ces institutions démocratiques, notamment de la dissolution, non seulement de la dissolution illégale de l'Assemblée, mais aussi du fait que le président a maté dans l'œuf toutes les autres institutions de l'Assemblée, notamment la commission permanente, ce qu'on appelle dans le monde francophone le bureau de l'Assemblée. Et pour la première fois, on a assisté à un président qui nomme un président de l'Assemblée, qui a nommé donc Aïssatou Camara. Et la délégation de la CEDEAO est arrivée, et la première chose, la première rencontre, ça a été d'aller rendre visite à cette dame dans les installations de l'Assemblée nationale. Là, le président Sissoko était content, parce que la délégation était en train de suivre ses pas. À partir du moment où, en vertu de plusieurs facteurs, la CEDEAO, la délégation de la CEDEAO revient en arrière tout en faisant une inflexion vers la légalité, en demandant de rencontrer le vice-président de l'Assemblée nationale, donc le vice-président qui était légitime, plus les coalitions des partis politiques représentés à l'Assemblée, le président a vu et s'est rendu compte que la délégation était en train de sortir, n'est-ce pas, des jalons qu'il avait placés lui-même, n'est-ce pas, pour anticiper le retour à la légalité. Donc, situation prévisible, selon vous, il n'y a rien prévisible. Le soleil, Brahima? Alors, je pense que c'est quand même, connaissant le tempérament du président Umbaló, effectivement, on pourrait s'attendre à cela. Et surtout, quand on a vu sa réaction juste après, quand tu dis que la Guinée-Bissau n'est pas une république bananière, c'est-à-dire qu'on ne vient pas faire ce qu'on veut. Mais il fallait quand même mettre un peu plus de forme, parce qu'en réalité, une telle mission n'a pas vocation à rencontrer une seule partie.
quand vous avez une crise politique de cette nature, il est quand même important de parler à toutes les parties, à toutes les entités qui prennent part au processus politique du pays. Donc, pour moi, dire que la mission a dévié de sa mission, je ne pense pas, parce qu'en réalité, il fallait parler à toutes les parties, comme je disais. Mais connaissant ce pays aussi, c'est pas surprenant à ce niveau, parce qu'on se rappelle que la fin du mandat de l'ancien président Vaz a été à peu près dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il a fallu plusieurs médiations de la CEDEAO pour arriver à l'organisation des élections en 2019. Donc on a comme l'impression qu'en Guinée-Bissau, à chaque fois qu'on assiste à un processus électoral, on retombe dans le même schéma. Et cela pose un vrai problème, il est celui-ci. On a comme l'impression qu'on ne s'attaque pas au fond du problème, c'est-à-dire qu'on s'intéresse uniquement aux acteurs, tout en oubliant que le problème de fond, c'est le système politique même qui est en cours. Et donc, il appartient, je crois, aux dirigeants de ces pays, donc la Guinée-Bissau, d'engager des réformes qui puissent aboutir. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'on a face à un régime semi-présidentiel où la majorité, enfin une partie du pouvoir est détenue par le Premier ministre. Et à chaque fois qu'on assiste à une cohabitation, ça amène toujours un certain bicéphalisme au sommet de l'État, ce qui n'est pas sans conséquence sur le processus électoral. Et on met les pieds dans les plats directement avec ce que vous dites. Est-ce que vous voulez réagir, M. le Premier ministre, à ce point? Oui, je voulais réagir. Je pense qu'il y a une idée reçue en Afrique occidentale comme quoi la Guinée-Bissau... en Guinée-Bissau, le système ne serait pas clair. Le système est très clair. Ce sont les présidents, n'est-ce pas, qui dérapent à chaque fois. Mais pour revenir à ce qui s'est passé en 2019, ça ne s'est pas passé exactement de la même manière. L'ancien président, le président qui a précédé Sissoko, n'avait pas démantelé les institutions. Les institutions étaient sur place, étaient là. Ce n'est pas la même chose qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas la Cour suprême. La Cour suprême a été démantelée par un groupe d'hommes armés cagoulés. Donc, vous n'allez pas me dire que tout ça, ça vient du système. Non. Mais il avait outrepassé son mandat qui était terminé en juin 2019. Oui, non, mais attendez. Il a outrepassé, mais il n'y a pas eu de négociation. La CEDEAO est intervenue. Au sommet de Ouagadougou, la CEDEAO a été claire. Elle a dit, le président a outrepassé, le président n'est plus légitime, mais entre-temps, le président avait déjà fixé une date pour les élections. Ce n'est pas ce qui n'est pas le cas. Alors, il y a une date qui est fixée par le président Mbalo. Non, il n'a plus la capacité de fixer la date. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, voilà, justement, ce n'est pas la même situation. C'est des situations complètement différentes. Et on va revenir. On a le docteur Ben Luther qui est juriste constitutionnaliste, qui va nous expliquer ce qui se passe au niveau du pays à ce sujet concrètement. Alors, d'un point de vue juridique, d'abord, Carlyle, pour ceux qui nous suivent, il faut rappeler qu'en Guinée équatoriale, il y a... en Guinée-Bissau, il y a deux institutions qui ont la charge en ce qui concerne les questions électorales. On a d'abord la Commission nationale électorale, qui est l'organe en charge de l'organisation et de la proclamation des résultats pour les élections. Et d'un autre côté, on a la Cour suprême, qui est donc le juge électoral, chargé donc de veiller à la régularité du processus électoral et aussi chargé finalement de recevoir des contestations, des recours en contestation des résultats proclamés par la Commission nationale électorale. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Guinée pour rappeler un peu le contexte? Le président Mbalo, donc, qui est proclamé vainqueur à l'issue du deuxième tour des élections de décembre 2019. Donc en janvier, il est proclamé vainqueur par la Commission nationale électorale. Et son adversaire va donc introduire un recours pour contester les résultats devant la Cour suprême. Okay. Son recours est immédiatement rejeté pour vice de forme. Et donc la Cour lui enjoint de régulariser sa requête, c'est-à-dire de faire d'abord une réclamation préalable au niveau de la Commission nationale électorale, comme le prévoit la loi électorale,
avant donc de pouvoir saisir la Cour. Ce qui a été fait, il a de nouveau saisi la Cour. Parallèlement, la Cour va demander à la Commission nationale électorale tout le fichier électoral et les PV, région par région, pour vérifier la régularité des résultats proclamés. Donc, on a un recours qui est là devant la Cour suprême. Or, en droit, lorsqu'il y a une saisine de juridiction, d'autant plus qu'il s'agit d'une Cour suprême, d'accord, la saisine, le recours a un effet suspensif. C'est-à-dire, ça suspend les résultats qui ont été proclamés par la Commission nationale électorale, jusqu'à ce que la Cour rende sa décision définitive. D'accord ? Or là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le président Mbalo s'est empressé d'aller prêter serment, dans un hôtel. Voilà, le 27 février 2020, dans un hôtel de la place, en présence donc du président sortant, du vice-président de l'Assemblée nationale et de quelques députés qui étaient là, alors même que l'article 67 de la Constitution prévoit que la prestation de serment se fait en session extraordinaire devant l'Assemblée nationale. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour la Cour suprême, cette prestation de serment est une situation de fait. C'est-à-dire que tant que la Cour n'a pas rendu sa décision, la Guinée-Bissau, en ce moment-là, n'était que dans une situation de fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, officiellement, juridiquement parlant, de président. Puisque là où ça complique encore les choses, c'est surtout le fait que le président sortant ait accepté de faire une passation de service avec le président Mbalo. Donc ça a créé une situation de fait de février jusqu'au 4 septembre, la date où la Cour suprême a rendu sa décision définitive, donc confirmant l'élection du président Mbalo, rejetant donc ainsi la requête de son rival. Donc juridiquement parlant, le président Mbalo est président à partir du 4 septembre 2020, d'un point de vue juridique. Le 27 février 2020, date de sa prestation de serment, c'est une situation qui est juridiquement une situation de fait. Et donc, Ben Luther, ce que dit le président, lorsqu'il considère que son mandat n'est pas achevé le 27, d'un point de vue juridique... Juridiquement, il a raison. Il a raison, son mandat commence à partir du 4 septembre, date à laquelle la Cour suprême, qui est la juridiction suprême du pays en matière électorale, qui a validé les résultats définitifs. Et comment on appelle la période dans laquelle il était avant alors? C'est une situation de fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a, pendant 5 ans, le président a fait 5 ans sans prêter serment d'un point de vue juridique. Juridiquement, il n'y a pas eu de prestation de serment. C'est pour ça que dans l'esprit de la Cour suprême, cette situation de février au 4 septembre, du 27 février au 4 septembre, c'est une situation de fait. Pourquoi? Parce que si le président sortant n'avait pas accepté de faire une passation de service, il serait resté président, d'accord, selon l'article 133 de la Constitution, sur les dispositions transitoires, jusqu'à l'investiture du nouveau président. Et comme il a fait une passation de service, ça a créé une situation de fait qui a fait que le président Mbalo, donc du 27 février au 4 septembre, il était considéré comme un président de fait, qui juridiquement n'existait pas. Merci, le Premier ministre. Oui, je pense que le droit existe pour éviter l'arbitraire. C'est fondamental. Sinon, le droit serait inutile. C'est-à-dire, quand vous dites qu'effectivement, son mandat commence au 4 septembre, c'est vrai que c'est juridique, mais c'est formel. Alors, c'est formel parce que nous sommes face à une technique utilisée alors par le président pour pouvoir gouverner 5 ans plus 7 mois. Donc, ça peut se comprendre, ça c'est des considérations politiques. Non, mais c'est d'un point de vue juridique. Non, mais c'est des considérations de fait, parce qu'en fait, l'aspect juridique, docteur, vous le savez, n'est-ce pas, peut-être mieux que moi, que
l'aspect juridique ne sert qu'à réguler le fonctionnement normal, n'est-ce pas, de toutes les sociétés. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur des faits comme ça pour justifier l'arbitraire. Sinon, le droit est maté dans l'œuf. On est en train de mater dans l'œuf, Sissoko est en train de mater dans l'œuf le fait de développer des arguments comme ça. Pourquoi? Parce que de fait, alors c'est un coup d'État. Et si c'est un coup d'État, dressons, n'est-ce pas, le diagnostic et on va en tirer des conséquences. C'est-à-dire, à partir du moment où il assume le pouvoir, il a pratiqué des actes fondamentaux. Il a dissous un gouvernement légitime qui avait été... dont la légitimité découlait des élections législatives, qui était mon gouvernement. Oui. Donc, cette période, comment on l'appelle? Un coup d'État. C'est vrai que Ben c'est une période qui n'aurait pas dû. C'est pour cela que je parle d'une situation de fait qui est juridiquement, il n'y a aucun fondement légal qui le justifie. Ce n'est pas une situation de fait provoquée par autrui. C'est une situation de fait provoquée par lui-même. Je vais vous donner des faits. Parce que quand on analyse des situations comme ça, il faut suivre, parce que l'histoire aussi est quelque chose de très précis. Avant qu'il ne prenne le pouvoir, il a menacé de prendre le pouvoir. Il y a eu un sommet à Addis Abeba des chefs d'État et de gouvernement. Moi, j'étais présent, j'ai représenté la Guinée-Bissau en tant que Premier ministre. Il y a eu un rapport présenté par une commission ministérielle qui était allée à Bissau, n'est-ce pas, présidée par... le président de la commission de l'époque, M. Brou. La délégation présente le rapport, etc. Mais ensuite, je dis au sommet, ça serait bien que ce rapport soit présenté par des magistrats, puisqu'il s'agit d'un problème de magistrats. Et moi, je propose, avant que Sissoko ne prenne le pouvoir par la force, n'est-ce pas, que la Cour de la CEDEAO envoie une mission d'auscultation qui pourrait rencontrer les magistrats de la Cour suprême de Bissau et d'un côté et de l'autre côté rencontrer la Commission nationale des élections parce que les deux organes ne s'entendaient pas. Il y avait, Et ça a été approuvé. La délégation prend l'avion, va jusqu'à Dakar, n'est-ce pas, pour pouvoir préparer ce rapport et ramener au chef d'État. Sissoko bloque, n'est-ce pas, prend le pouvoir, anticipe, et bloque, interdit l'avion d'atterrir. Donc ça s'est passé comme ça. Donc de fait, ça a été un coup d'État. En plus, l'investiture, n'est-ce pas, ça a été une investiture avec quelques députés, comme a dit le juriste. Donc il n'y avait pas, n'est-ce pas, une majorité de députés sur place pour l'investir. Et donc, et en plus, il faut qu'on se ramène à nouveau à l'histoire. Lorsque Sissoko prend le pouvoir, il menace les juges de la Cour suprême et une grosse partie des juges se réfugient dans les ambassades et dans des institutions ecclésiastiques, n'est-ce pas, pendant les 7 mois. C'est pas, la Cour n'a pas pris du retard pour prendre des décisions. C'est que la Cour a été dans une situation de désagrégation imposée par le pouvoir, le nouveau pouvoir de Sissoko, n'est-ce pas, illégalement établi. Et c'est suite à ça qu'il y a eu une normalisation. Donc, lorsque la CEDEAO a fini par reconnaître Sissoko, donc il y a eu une petite normalisation et les magistrats sont revenus, n'est-ce pas, des cachettes où ils se trouvaient pour tenir une réunion, n'est-ce pas, sous les baïonnettes. Donc ça a été, historiquement c'est ça. Parlant de la CEDEAO, c'est très important ce que vous dites sur la CEDEAO. Brahima, on sait très bien que le président Malo a présidé l'institution il n'y a pas longtemps. C'était le premier pays lusophone à cette institution. Absolument. Franchement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le déclin de cette institution si régionale quand on voit ce qui se passe
concrètement? Une délégation expulsée sous un délai de 24 heures. Oui, c'est assez inédit et surtout, comme vous vous rappelez tout à l'heure, c'était naguère le président de la tournante de la CEDEAO, c'est-à-dire à partir de juillet 2022, c'était Umbalo qui était président de la CEDEAO et on se rappelle d'ailleurs de la médiation qu'il avait menée à l'époque entre le Mali et la Côte d'Ivoire suite à l'affaire des 49 militaires, tout ça, et voir ce même président, quelques 2 ans après, se comporter comme ça face à une mission de cette même organisation, effectivement, c'est assez inédit. Mais ça indique une seule chose, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression que la CEDEAO est toujours faible face au président en exercice. Et c'est ça qu'elle joue sa crédibilité à ce niveau-là. Du moment où elle n'arrive pas à infléchir le président en exercice, elle aura du mal justement à infléchir les dirigeants qui arrivent par coup d'État, etc. Et donc c'est pour ça que je disais, dans ma première prise de parole, il faudrait quand même engager des réformes à ce niveau-là. Parce que ce qui se passe en Guinée-Bissau, c'est quoi? C'est que on n'est pas à l'abri d'une crise politique. D'ailleurs, on peut même dire qu'on est dans une crise politique en ce moment-là. Surtout. Est-ce que vous reprenez le thème de coup d'État employé par le Premier ministre? Est-ce que vous reprenez le thème de coup d'État employé par le Premier ministre? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce qu'en réalité, je crois que Umbalo, et d'ailleurs en analyse des discours politiques, ça c'est très intéressant. Il profite de ce qu'on appelle le prendre avantage de l'antithèse. Ça veut dire quoi? Les mêmes éléments de langage que l'opposition employait à partir de 2020, c'est-à-dire qu'ils ne le reconnaissent pas, son investiture à partir de février 2020, eh bien, il reprend ça à son compte en disant, puisque vous ne m'avez pas reconnu à partir de février 2020, maintenant que la décision de l'arrêt de la Cour suprême date de septembre 2020, eh bien, je me réfère à cela. Donc, il reprend vos propres éléments de langage maintenant qu'il avantage à ce niveau. Donc, c'est ça, prendre l'avantage. Quand on est en démocratie, mes chers amis, si quelqu'un prend le pouvoir par la force, vous ne pouvez pas le reconnaître. Mais il a gagné les élections. Indépendamment. Il a été élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été, l'élection n'avait pas, son élection n'avait pas encore été institutionnalisée par les institutions du droit. À partir de là, et il prend le pouvoir par la force, n'est-ce pas? Il exerce le pouvoir puisqu'il procède, il pose des actes fondamentaux. Reconnu par la CEDEAO, monsieur le Premier ministre. Donc, qu'est-ce que vous dites de la CEDEAO en voyant tout ça alors? La CEDEAO l'a reconnu après. Oui, mais aujourd'hui encore... Mais lorsque la CEDEAO l'a reconnu, l'opposition a dit, OK, puisque la CEDEAO l'a reconnu, puisque la Cour suprême l'a reconnu, nous, on reconnaît. Donc, il y a eu cette partie, n'est-ce pas, cette phase où le président a exercé des pouvoirs sans pour autant avoir la légitimité donc reconnaissable par des institutions, notamment la Cour suprême et par les chefs d'État de la CEDEAO, on ne pouvait pas le reconnaître, évidemment. On ne pouvait pas le reconnaître. Pour autant, ça ne va pas dire qu'il n'a pas exercé les fonctions. Il a exercé. Alors, si on le laisse poursuivre pour 7 mois de plus, les autres 7 mois, qu'est-ce qu'on fait? C'est la grande question. Sinon, le prochain président peut faire la même chose, n'est-ce pas? Si jamais il y a... Ça crée déjà un précédent. Ah voilà, ça crée déjà un précédent. Ça crée déjà un précédent. Et là, on sort du cadre du droit. J'ai une observation particulière à ce niveau, monsieur le Premier ministre. Ouais. Quand j'invoquais, et vous avez vous-même invoqué plusieurs fois l'histoire, parce qu'on a l'impression que dans votre pays, on assiste à une répétition cyclique de ces différentes crises-là. En juin 2019, je rappelle l'histoire, lorsque le mandat du président Vaz est terminé et que la CEDEAO a décidé de son maintien au pouvoir, rappelez-vous, il avait nommé à l'époque, à un moment donné, un autre Premier ministre. En votre remplacement. Mais la CEDEAO n'a jamais reconnu ce Premier ministre. Voilà. Et il a été obligé de revenir sur sa décision. Et donc, est-ce que à l'époque, vous avez accepté que le président Vaz reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur? Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation aujourd'hui face à... Non, on n'est pas dans la même situation. Je vais vous rappeler les termes de la résolution de la CEDEAO. La CEDEAO, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à partir du moment où le président Vaz n'est plus président, nous, on ne reconnaît plus les actes éventuellement qui pourraient être posés par le président Vaz, sauf si c'est des actes, si c'était des actes, n'est-ce pas, posés en accord avec le Premier ministre, dont la légitimité demeurait valable.
Donc c'est ça, hein. Ce n'est pas que le président Vaz avait été maintenu au pouvoir avec toutes ses prérogatives. Il n'avait plus de prérogatives. C'est pourquoi, lorsqu'il nomme un Premier ministre, la CEDEAO lui renvoie à la décision que la CEDEAO avait prise. Donc si la CEDEAO devait être cohérente, elle devait dire à Sissoko, non, attention, on attend la résolution, n'est-ce pas, de la décision de la Cour suprême, puisqu'il y avait un litige, comme a dit le professeur, voilà, à partir du moment où il y a un litige, bon, on attend. Donc la CEDEAO même a dès le départ forcé un peu le système. Je vous renvoie à une autre analyse. En fait, revenons à l'analyse, n'est-ce pas, politico-sociologique. C'est-à-dire que le problème n'est pas dans le système de la Guinée-Bissau. Le problème dans les mécanismes, dans le fonctionnement même de la CEDEAO. Qui est-ce qui décide? Ce sont les chefs d'État. Et lorsque les chefs d'État décident, tout dépend des rapports de force à l'intérieur du corpus des chefs d'État. Lors du sommet de Ouagadougou, tous les chefs d'État étaient d'accord comme quoi le président Vaz ne pouvait plus poser des actes en tant que président pour éviter justement l'arbitraire. Et le président Vaz avait déjà fixé la date des élections parce que notre constitution prévoit que le président fixe la date des élections bien avant la fin de son mandat pour que son successeur, quand bien même ce serait lui-même, n'est-ce pas, puisse soit investi pour qu'il n'y ait pas de vacances du pouvoir. Voilà. Donc le président Vaz, la différence des situations, c'est que le président Vaz avait déjà fixé. Et Sissoko, tout a été prémédité chez lui, il n'a pas fixé. Et en plus, il a démantelé toutes les institutions qui auraient pu, n'est-ce pas, organiser des élections crédibles. Voilà, exactement. Donc c'est des situations complètement différentes. À vous entendre, Monsieur le ministre, on a l'impression que finalement, la Guinée-Bissau n'est pas dirigée par un texte en fait constitutionnel. On a l'impression que la Guinée-Bissau est dirigée par les décisions en fait prises par la CEDEAO, parce que ce que vous dites est juste, mais qu'en est-il en fait des dispositions transitoires de la Constitution? Parce que même si le président arrive au terme de son mandat et qu'il n'y a pas élection, mais la Constitution prévoit toujours une période de transition, c'est-à-dire que le président reste en place et il reste en place avec toute la légitimité. Il peut encore poser des actes, c'est ce qui est marqué dans l'article 133. Vous faites référence à cette disposition, pourquoi? Pour remettre en cause l'attitude du président Vaz à l'époque, comme évoqué. Oui, justement. En fait, parce que la CEDEAO dit... Le Premier ministre, il a fait l'objet de pression, donc enfin, si vous avez une fusil sur la tempe, vous n'aurez pas... Ça, c'est les considérations politiques. Moi, je reste sur le sentier purement juridique. Pour moi, d'un point de vue juridique, il reste légitime tant qu'il n'y a pas investiture d'un nouveau président. Point barre. Et lorsqu'il reste en place, avec toute la légitimité, il garde toutes les prérogatives. Je vous renvoie à la Constitution de la Guinée-Bissau. L'article 133 de la Constitution. Non. Ça c'est un article. Mais vous savez mieux que moi que lorsqu'on lit un texte à vocation scientifique, on est censé lire tous les articles. Il y a un article qui dit que lorsque le président est empêché, et là c'est un empêchement, n'est-ce pas? Parce non, il n'y a pas vacance de pouvoir. Si, là, il n'y a pas vacance de pouvoir. Il y a vacance de pouvoir. Parce que le président il y a vacance de pouvoir dans deux cas. Soit le président démissionne, ou soit par une raison impérieuse, par exemple la maladie ou le décès. C'est que les deux cas qui sont constitutionnellement, juridiquement reconnus. Mais là, pourquoi la Constitution prévoit des dispositions transitoires? C'est parce qu'on sait que si jamais il n'y a pas élection, il n'a pas son successeur, il peut continuer à gouverner le pays, puisque le principe reste la continuité de l'État. Oui, mais ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas le même cas. Là, nous sommes dans un cas où le président délibérément a manqué, n'est-ce pas, au respect de ses prérogatives, c'est-à-dire la fixation de la date des élections que la Constitution établit.
La Constitution vous dit... Non, non. Il n'y a pas de raison. Merci pour vous. Il n'y a pas de raison économique. Merci, monsieur le Premier ministre. Il faut que je rende l'antenne. Ah oui, il n'y a pas de raison économique. Merci. On reviendra parce que l'actualité se poursuivra avec Brahima et Dr Ben qui vous ont un peu secoué, mais vous êtes un homme résistant. Merci à vous, monsieur le Premier ministre, d'être passé. Merci, messieurs. Merci à Robert Kiko de Bec à la réalisation. Portez-vous bien et à demain. Merci beaucoup.